quelques messages personnels. On a le dîner, machin chouette, rien à foutre. Synchronisation des montres. 5, 4, 3, 2, 1. Aujourd'hui, un sujet coton. On enchaîne cette saison de C'est quoi ta France avec cette deuxième émission. On est très content de vous retrouver. Je vous rappelle le concept de l'émission C'est quoi ta France pour les petits nouveaux. C'est quoi ta France, c'est votre émission où on décortique toutes les semaines l'actualité pour vous, les citoyens connectés. Quelles sont les actions qu'on peut mettre en place? On invite toutes les semaines des invités exceptionnels qui sont investis dans la société civile, qui sont à l'origine d'initiatives intéressantes pour vous donner des solutions pour que vous puissiez vivre mieux au XXIe siècle. Ce soir, le sujet, ce sera « Peut-on survivre en étant vegan ?» Grande question. Il fait une chaleur abominable dans le studio. Oh là là. Ça doit être le changement climatique. C'est ça. S'il y a un aperçu. On va faire un petit tour de table. Je vais commencer par présenter Marine. Merci et bienvenue d'être sur le plateau de C'est quoi ta France ce soir. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc, tu es présidente de Wild Legal et membre de Nature's Rights. Je le prononce bien. Faut le prononcer à l'américaine. Hein. Ouais. Nature's Rights. Et du coup, tu es aussi spécialiste des écocides. Donc, c'est tout ce qui est en fait la protection des environnements naturels. C'est ça. Et face aux impacts humains. C'est rigolo parce qu'on a posé cette question la semaine dernière. Est-ce qu'il faudrait que l'écologie ou en tout cas la nature soit un bien commun? On a parlé notamment de la forêt amazonienne. Est-ce que peut-être tu peux te présenter en quelques mots si je n'ai pas été suffisamment complet? On aura le temps de reparler de qu'est-ce que c'est Wild Legal et quelle est l'association Nature Rights et à quoi elle sert. Mais en gros, moi, je suis avocate de formation. Ouais. Je travaille notamment avec des peuples autochtones en Guyane et je fais beaucoup de plaidoyer pour la reconnaissance des droits de la nature en tant qu'écosystème, sujet de droit et contre le crime d'écocide, les crimes qu'on fait subir à la nature. Et donc, je partage mon temps entre le terrain et monter des projets qui font en sorte d'essayer de proposer de nouvelles solutions juridiques pour protéger l'environnement. Formidable, bravo à toi. On va découvrir ça tout au long de cette émission. À sa gauche, on va retrouver Anthony, globetrotter, instagrammeur, influenceur, citoyen du monde engagé. Grosso modo, tout ce que ma grand-mère ne comprend pas. Bienvenue Anthony. Merci. Est-ce que tu peux peut-être compléter cette présentation Tu en as déjà dit beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Je parcours le monde quasiment toute l'année pour essayer de montrer, filmer, prendre en photo les conséquences du réchauffement climatique et des atteintes faites à l'environnement. Voilà, pour faire court. Donc ce soir, on a du très très lourd pour sauver la planète. En tout cas, on l'espère. De l'autre côté, en face, on va retrouver Mangoa. Bienvenue à toi. Bonsoir. Bienvenue dans Radio C'est quoi ta France. Alors du coup, tu es engagé au sein de XR, de Extinction Rebellion. Tout à fait. Dont on avait également un invité engagé la semaine dernière. On le salue également. Tu nous parleras de tes actions. Peut-être tu peux ajouter un mot sur ta présentation pour les auditeurs. Oui, donc moi je suis biologiste de formation et donc depuis plus de 6 mois je suis engagée et militante pour le mouvement Extinction Rebellion, qui est un mouvement de désobéissance civile non violent pour les gens qui ne connaissent pas encore. Très bien. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'investir dans il y a un peu plus de 6 mois, tu le disais, dans cette aventure? En fait, j'ai toujours été sensibilisée par les questions en fait écologiques dans sa globalité. En plus, en étant biologiste de formation, on se rend bien compte des graves problématiques actuelles. Et donc, j'ai commencé par faire tous ces petits éco-gestes, etc., passer 0 déchet, devenir végétarien. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas ça la vraie problématique. La vraie problématique, elle vient pas que des citoyens. En fait, les citoyens, c'est une petite partie, mais elle vient surtout des États et de l'industrie. Et donc, j'ai eu véritablement envie de m'engager à un plus haut niveau et donc de faire pression justement pour que ça change, parce qu'il nous reste peu de temps pour que ça change, pour pas tomber pour pas en fait que justement on rentre dans une grave crise qui sera irréversible. Et aujourd'hui, c'est déjà la crise, mais en fait on essaye de sauver au moins les meubles, donc de sauver ce qu'on peut, et je pense que c'est important de s'engager. Alors dans cette grande brocante, on va aussi pouvoir accueillir Tristan, chroniqueur de C'est quoi ta France. Bienvenue. Mais merci.
Tu es metteur en scène, auteur-metteur en scène. Exactement. Voilà, moi je fais du théâtre à la base, je suis auteur-metteur en scène, j'ai un collectif qui s'appelle La Fièvre. Bah, on les embrasse. Pas embrasse de très trop fort. près parce que si c'est contagieux. Oh là là. Mais voilà, je suis très très heureux de faire partie de cette aventure désormais à tes côtés. Mais merci à toi et on va découvrir tes chroniques et tes sauts d'humeur tout au long de la saison avec grand plaisir. On va démarrer très fort cette émission. Je voulais vous faire réagir tout de suite avec le buzz de la semaine. Je suis Buzz l'éclair. Je viens en paix. On t'a pas demandé ton avis, on t'a juste demandé d'écouter le mien. Sois l'élève et je serai le professeur. Yes sir. Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos mots vides de sens. Et encore, je fais partie des chanceux. Il y a des gens qui souffrent, des gens meurent, des écosystèmes entiers s'effondrent. Nous sommes au début d'une extinction de masse. Et la seule chose dont vous parlez, c'est d'argent et de contes de fées qui vantent une croissance économique éternelle. On va revenir en fait sur les mots forts qui ont fait le buzz cette semaine de Greta Thunberg, l'activiste écologiste, justement qui disait que à 16 ans, elle devait pas être là, qu'elle avait autre chose à faire que de se trouver devant une assemblée d'adultes soi-disant responsables sur les questions environnementales et qu'elle doit se retrouver justement à faire du plaidoyer, pour reprendre ton expression, justement pour sauver la planète puisqu'ils ne prennent pas ces responsabilités. J'imagine que vous l'avez vu passer, qu'est-ce que ça vous évoque, peut-être Marine, toi qui est aussi dans cette mouvance au quotidien? Effectivement, moi je peux comprendre sa colère, c'est-à-dire qu'on entend toutes les belles paroles. Moi j'étais assez choquée de voir Macron avec Raoni, ces belles photos, l'Amazonie, tout ça, alors que je suis H24 connectée avec la Guyane et je vois ce qui se passe là-bas et ce qu'on fait sur la parcelle d'Amazonie française qui est sous notre responsabilité en fait. Et donc je peux comprendre qu'elle soit vraiment énervée en fait dans cette situation et qu'elle a envie de leur mettre des gifles histoire de les réveiller un bon coup. Mangoa, peut-être une réaction. Toi qui est aussi impliqué, qui était impliqué la semaine dernière dans les mouvements de manifestation et de mobilisation vis-à-vis du climat, qu'est-ce que ça t'inspire de voir cette gamine parler comme ça face au bord de l'ONU? C'est pas la première jeune et en fait c'est important qu'on ait des jeunes qui soient conscients en fait de la problématique et puis en fait il y a quand même un côté médiatique parce que elle interpelle, elle était vraiment en colère à ce moment-là et je pense qu'aujourd'hui avec tous les mouvements de Youth for Climate et Friday for Future qui sont aujourd'hui des jeunes et que j'ai rencontrés plusieurs fois, ils sont vraiment déterminés à dire mais là il y a un problème, il faut qu'on y aille. Et quand on regarde par exemple l'accord de Paris dont la France s'est fait cette espèce de symbole, on le respecte même pas. Les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 2% en 2017. Enfin, c'est bien, on se réunit, on dit qu'on va faire des choses et en fait finalement rien ne se passe. Donc la question c'est est-ce qu'on doit vraiment attendre quelque chose de l'État sans leur mettre une véritable pression populaire? C'est la question que je pose aujourd'hui. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis. Greta attaque la France en justice et 4 autres pays, dont l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil et la Turquie, qui avaient signé ces accords du climat, puisqu'ils ne remplissent pas leur engagement premier. Ça a également fait réagir le président de la République, Emmanuel Macron. Anthony, peut-être que tu peux nous donner ton ressenti sur, en fait, je sais pas si c'est un jeu d'ego ou en tout cas cette confrontation médiatique entre les deux acteurs. Alors moi d'abord j'ai trouvé que c'était un discours qui était historique et je pense qu'il va rester. Vraiment qui va rester comme un I have a dream. Moi ce qui m'a vraiment fait sortir de mes gonds... On vous le repassera d'ailleurs. C'est les réactions en fait. Les réactions... Même si ton doublage est excellent. Moi, c'est plutôt les réactions face à cet enfant en fait. C'est une enfant qui a 16 ans et ce qu'elle peut se prendre dans la gueule depuis plusieurs mois et puis là encore plus depuis ce discours, on n'est même pas dans ce qui est du machisme, on n'est même pas on est dans le délit de sale gueule, on parle de son autisme, moi ça me rendait dingue, vraiment. C'est vrai que ça je l'ai vu passer également, j'ai pas voulu commenter parce qu'en fait ce qui m'intéresse moi c'est vraiment le sujet. Alors on va balayer rapidement cette thématique parce que c'est vrai que nous on n'est pas là pour parler de elle en fait spécifiquement, ce qui nous intéresse c'est ce qu'elle dit et pourquoi elle le dit. Tristan, est-ce que tu veux réagir par exemple? Moi ça m'a mis la chair de poule. Je l'ai trouvé incroyable.
Après, moi, je suis pas. D'habitude, je suis pas fan des hommes ou des femmes providentielles qui doivent guider les foules. C'est quelque chose qui m'a toujours fait peur. Mais là, je trouve ça incroyable. Elle a 16 ans et si elle peut porter un mouvement de la jeunesse, ouais, ça donne de l'espoir. Et je suis d'accord avec toi. Ce discours, il va rester. Peut-être malheureusement, il va rester par la chute du discours. On vous le pardonnera jamais. C'est ça qui me terrifie aussi. Parce qu'elle termine en disant si vous faites rien là maintenant, on vous le pardonnera jamais. Et pourquoi elle porte plainte contre ces pays-là? Macron, il répond pourquoi tu portes pas plainte contre la Chine ou je sais pas quoi. Mais parce qu'en fait, c'est des pays, comme tu dis, qui se sont engagés, en fait. C'est quoi? C'est burlesque leur COP21, puisque c'est justement ces pays-là qui se sont engagés à mener la barque pour le monde. Si derrière eux, ils font rien, moi je trouve ça, pour finir, incroyable qu'une jeune de 16 ans fasse un truc pareil, parce que le monde des adultes, des vieux qui va mourir depuis 40 ans, 50 ans, depuis toujours, c'est un monde qui prend du temps. C'est des institutions longues. L'ONU, ça prend du temps. Je dis pas que ça sert à rien, mais tous ces trucs-là, ça prend du temps. Et elle dit, mais c'est maintenant, en fait. Alors, du coup, vas-y. Juste pour les détails, elle n'a pas porté plainte contre la France pour les actions climatiques. Elle a porté plainte contre la France et 5 autres pays qu'on a cité, qui avaient ratifié un traité pour la protection de l'enfance. C'est pour ça qu'elle n'a pas attaqué les États-Unis et la Chine qui n'ont pas ratifié ce traité. Alors c'était pour la protection de l'enfance liée à l'environnement ou c'était spécifiquement sur... peut-être qu'on peut préciser ce point-là. C'est la Convention de Washington qui protège les enfants du coup. Et puis du coup elle plaide, c'est super intéressant juridiquement, la protection des générations futures. En tant que pays responsable des émissions de gaz à effet de serre, on n'a pas agi suffisamment pour protéger ces enfants qui vont être directement impactés par les changements climatiques. Juridiquement, honnêtement, c'est hyper smart. Très bien. En tout cas, si c'est validé par Marine, je pense qu'on peut y aller tranquille. C'est vrai que tu as cité les COP, tu as cité la COP 21. Il y a eu tellement de COP. Alors j'ai envie de Marine, j'ai envie de te faire réagir à ça. Non, parce qu'on avait fait l'année dernière, dans la saison dernière de C'est quoi ta France, on avait fait un duplex je crois que c'était COP 24 en Pologne, si je dis pas de bêtises, avec Climate, qui est une association avec laquelle on travaille, qui vont venir nous voir aussi encore cette année. Alors moi, je suis toujours halluciné, c'est-à-dire qu'on fait COP 21, COP 22, COP 23. Alors on voit tous les dirigeants qui en fait s'enchaînent. Et puis on reste toujours les bras ballants sans solution. Qu'est-ce qui manque selon vous, Marine, peut-être pour enchaîner? Je pense qu'il manque beaucoup de courage, en fait, beaucoup de courage politique. On dit toujours que il faut que tout le monde agisse en même temps, parce que sinon il y en a qui seront défavorisés par rapport aux autres. Ça peut pas être une personne qui agit. Il faut que tout ça... Mais en fait, on s'en fiche. Il faut que quelqu'un commence, et puis ensuite, ça fera passer tous les autres pour des has-been. Et surtout, il serait vraiment temps qu'on arrête de faire du commerce ou de faire du business avec des gens qui respectent pas les engagements climatiques. Parce que par exemple, là, le grand scandale, c'est quand même les accords du CETA, tous ces accords de libre-échange, où on a dit, ok, clairement, la globalisation, la mondialisation, c'est le problème. C'est ça qui cause, malheureusement, le réchauffement climatique. Donc, en fait, il faut commencer par démonter ces vieux trucs-là. Et le problème, c'est que, en fait, on voit que les personnes au pouvoir, elles sont pas du tout prêtes à faire ça. Est-ce que du coup, démonter ces accords commerciaux, est-ce que c'est indirectement démonter l'Europe? Non, parce que l'Europe, en fait, c'est nos voisins. Là, l'Europe, on s'est construit justement parce qu'on a un intérêt à aller commercer avec des gens à côté de chez nous. Ça, c'est limite local. Alors que quand on va utiliser un super tanker pour aller amener des pailles en plastique de Chine fait avec du pétrole d'Arabie Saoudite, et que tout ça passe par... C'est ça que je veux dire, c'est que... Et puis ensuite on transporte nos déchets jusqu'en Malaisie, toutes ces pailles en plastique qu'on a utilisées une fois, là voilà, c'est ça qu'il faut, c'est par là qu'il faut commencer à déconstruire en fait notre société globalisée. Elle a donné cette aberration aujourd'hui, et on peut commencer par là, par exemple. Comment du coup on arrive, vous avez deux profils qui sont extrêmement intéressants, puisque du coup on va avoir plus quelqu'un de terrain, c'est-à-dire comment on s'inscrit dans des mouvements de mobilisation pour que médiatiquement ce soit repris, pour faire un petit peu bouger les institutions et les dirigeants. Et de l'autre, on va avoir la partie également plus lobbying ou plus plaidoyer, qui va être comment est-ce qu'on fait avancer les dossiers en parallèle pour faire en sorte que du coup il y ait à la fois une prise de conscience au sein des décideurs, et qu'ils aient on va dire le matériel pour pouvoir inscrire dans le marbre la volonté populaire. Comment peut-être Mango, comment tu vois ça, peut-être tu peux nous faire un petit point manif, un petit point bison énervé.
Donc de manière globale, c'est vrai que depuis la démission de Nicolas Hulot, il y a eu toutes ces manifs climat. Je crois que ça a réveillé beaucoup de gens qui étaient un peu dans leur coin. Au niveau politique, quand on parle d'interdire les pailles, enfin moi ça me fait franchement rire. C'est peut-être un truc qui aurait dû faire dans les années 60, ça aurait juste dû jamais exister parce que voilà. Et quand les gens ils sont tout contents parce qu'on interdit des pailles, enfin bref, je trouve ça complètement absurde. Et donc il y a ces manifs climat, les gens se réveillent et je pense qu'il y a un côté où les gens se radicalisent dans le sens où ils ont fait tous ces petits éco-gestes, ils le font, ils continuent, ils vont manifester, mais en fait il se passe rien. Il se passe rien. Donc voilà, il y a de plus en plus de gens qui s'engagent sur la désobéissance civile non violente et dans d'autres façons de lutter, de penser l'après en fait, justement quand il y aura des vraies crises climatiques, migratoires, etc. Parce que c'est ce qui nous attend. Il y a le rapport du GIEC en fait qui est paru encore cette semaine et qui est plus qu'alarmant et je pense que aujourd'hui les gens veulent aller plus loin et en fait en tout cas c'est ce que Extinction Rebellion souhaite faire et notamment à partir de la semaine prochaine, à partir du 7 octobre on lance au niveau mondial la Rébellion internationale d'octobre avec une avant-première le 5 en France, notre cérémonie d'ouverture à Paris le 6. Et voilà, le but c'est de faire un grand momentum, voilà, de faire de la désobéissance civile, mais en fait de manière vraiment, véritablement inclusive, que les gens puissent venir en famille, en situation de handicap, d'accueillir tout le monde et de dire à l'État, là c'est non en fait, non, on arrête de déclarer des manifs parce que de toute façon ça ne sert à rien. Et en fait on veut vraiment réveiller les consciences et en fait faire quelque chose de beau, de festif dans l'idée et en fait surtout faire passer nos messages qui sont importants et donc mettre une espèce de pression populaire sur les gouvernements. Et cette rébellion d'octobre, elle est internationale, elle sera à la fois à New York, à Los Angeles, à Londres, Madrid, Rome, Amsterdam, il y a New Delhi aussi, ça va se passer aussi en Australie et en fait ça va être tout le monde en même temps, tous les pays en même temps, justement Anthony, pour y aller. Peut-être pour rebondir, toi qui voyages beaucoup, comment est-ce que tu vois c'est différent à travers le monde? Peut-être tu as certainement des exemples à nous citer de pays dans lesquels tu es passé où il y avait peut-être plus ou moins de sensibilité. Comment, voilà, pour Radio C'est quoi ta France, dis-nous un petit peu comment ça se passe dans le monde. Alors le discours de Greta, pour moi il est important parce qu'il représente cette colère qu'elle a montrée, il représente ce que je peux voir de plus en plus partout autour du monde. Comme le disait ma collègue, ça fait une dizaine d'années, une vingtaine d'années qu'on manifeste. On est de plus en plus engagés dans la rue, on s'est croisés à plusieurs reprises sur Extinction Rebellion et on a l'impression qu'il n'y a rien qui change, vraiment. Et cette colère qui monte, c'est ce que je vois de plus en plus en Europe, aux États-Unis, sur les côtes principalement, mais aussi dans des pays comme l'Inde et aussi, ça peut être étonnant, mais aussi en Chine. Donc je pense vraiment qu'il y a un mouvement qui est en train de se réveiller un petit peu partout autour du monde et que là, on essaie d'autres méthodes qui sont la rébellion non violente, hein, qui fonctionne pour le moment. Enfin non, qui fonctionne pas, justement, c'est ce que je voulais dire. Moi, j'ai certains doutes sur cette manière de faire. Je pense que je suis pas sûr que ça fasse bouger grand chose et je pense qu'on va malheureusement devoir arriver à des méthodes un petit peu plus violentes. Voilà. Alors, c'est ce que je peux voir de plus en plus. Juste, est-ce que je voulais vous passer le mash-up de la semaine? Est-ce qu'il y a possibilité de le faire? Parce que je voulais faire une transition avec l'Inde, puisque tu en parlais, puisque du coup l'un des sujets de l'émission c'est aussi le véganisme, quel est notre rapport en fait à la consommation, à la production industrielle. Comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de rectifier ça? Et c'est vrai qu'il y a une dimension culturelle qui est très forte, puisque du coup il y a certains pays qui en fait ne vont pas consommer tel ou tel type d'animaux parce que c'est davantage une dimension culturelle avant d'être et philosophique avant d'être politique. Est-ce que c'est pas ça peut-être l'une des clés, Tristan? Qu'est-ce que t'en penses? Moi j'ai pas de chiffres sous la table, mais il me semble que... Tu dis ton cœur alors. Il me semble que c'est une des plus grandes causes de pollution au monde, l'industrie de la viande. C'est un peu pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent végétariens. Alors il me semble que, je sais pas si vous avez les chiffres autour de la table, mais il me semble que ça réduirait d'un tiers... c'est ça, c'est à peu près ça, voilà, le chiffre. Ouais. La pollution dans le monde, ce qui est assez extraordinaire. Donc oui, en fait... Et peut-être que même la question c'est, est-ce que dans 50 ans tout le monde ne sera pas obligé d'être végétarien? Donc on n'a qu'à commencer maintenant. J'en sais rien.
Très bien. On va tester avec la régie, pardon, si on peut. Avec l'Algérie, on les embrasse d'ailleurs. On va tester avec tester avec la régie pour voir si le mash-up fonctionne. J'espère qu'il va fonctionner, sinon on va être obligé de parler de Chirac. Un boucher guadeloupéen exerçant à Paris a été agressé par des militants antispécistes. Cet artisan n'a pas encore renouvelé sa marchandise vandalisée par un commando vegan. Je sais qu'il y a un mythe du vegan hyper agressif, assoiffé de, du coup pas de sang, de lait d'avoine. Les Français dévorent aujourd'hui 89 kilos de viande par an. 2 fois plus que leurs grands-parents et 3 fois plus que leurs arrière-grands-parents. Non, pas là, c'est curieux quand même. À l'échelle mondiale, ce sont 65 milliards d'animaux qui sont abattus chaque année pour satisfaire nos appétits toujours plus carnés. Nous, on tue 35 à l'heure. 35 par heure. Et ça peut monter jusqu'à 45 bêtes à l'heure. Non, pas encore. Elle s'élevait à 309 millions de tonnes en 2013 et pourrait atteindre 465 millions en 2050 dans un monde à plus de 9 milliards d'humains. Je les emmerde avec la justice pour le moment parce que c'est vrai que j'ai bousillé 41 sangliers. Pour le plaisir de les tuer. C'est vrai, à la fin, je les ai fait souffrir un maximum. Le cliché de 2 ministres assistant à une corrida goyesque au premier rang du public n'a pas tardé à faire réagir les associations de défense de la cause animale. Vous êtes donc militant. Oui, plus précisément, nous, on travaille à faire prendre conscience aux gens du fait que le prix d'un steak, c'est la mort d'un être vivant. C'est-à-dire le concept des véganes, c'est tous les êtres vivants se valent. En gros, un végane, il est au bord d'une rivière, il y a un castor et un petit garçon en train de se noyer, il hésite, il est là. Ah Ok, cuisson, mon adjudant, vous l'avez pas loupé, hein. Alors je crois qu'il y a des gens qui ne consomment pas de viande du tout autour de la table. Peut-être, Mangoué, peut-être que tu peux nous en parler. Oui. Comment ça t'est venu? Pourquoi tu as décidé de t'impliquer de cette façon-là? Oui, tout à fait. En fait, donc au début, j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande uniquement chez moi pendant plusieurs années. Puis après, j'ai décidé de passer à la vitesse supérieure, en fait, qui est de ne plus du tout manger ni viande ni poisson. À la base, c'était vraiment pour des problématiques écologiques, parce que je crois que l'élevage intensif, c'est la première cause du réchauffement climatique. Et après, en fait, je suis passée aussi à tout ce qui est la souffrance animale, etc. Et donc, c'est vraiment des... Et en fait, on n'en a pas besoin. Enfin, je suis pas plus malheureuse parce que je mange pas de viande, en fait. Et je pense que c'est un véritable acte citoyen, surtout en France, parce que par rapport à plein d'autres pays, comme tu l'as dit, être végétarien, c'est quelque chose de normal. Et en France, ça l'est pas encore, en fait. C'est parfois tu te retrouves à ne pas pouvoir manger parce que y a de la viande et du poisson partout. C'est dommage. La dimension culturelle, Marine, peut-être tu as une réaction. Comment est-ce que tu... Alors c'est vrai qu'il y a la dimension, on en parlait, la dimension plaidoyer, la dimension institutionnelle. Comment est-ce que on arrive, dans ton approche au travail, au quotidien, quand tu travailles tes dossiers de lobbying, comment est-ce que tu intègres cette dimension culturelle pour peut-être appuyer sur tel ou tel aspect? Je pense que l'aspect culturel est super important pour le coup, parce que moi qui suis écolo, je me suis parfois retrouvée dans des situations assez marrantes où je me suis retrouvée à défendre des chasseurs. Alors, je pensais que ça m'arriverait jamais, et en fait j'ai travaillé avec des peuples autochtones en Guyane. Là-bas, si tu peux pas chasser, en fait, il n'y a pas de supermarché avant 3 jours de pirogue, hein. Donc, la question ne se pose pas, en fait. La chasse, normalement, c'était un moyen de survie. Et manger de la viande ou du poisson, c'était tout simplement parce que c'est ce que tu prenais dans la nature. Le problème, c'est aujourd'hui, la situation dans laquelle on est, elle n'a plus rien à voir avec ça. Quand tu achètes ton steak au supermarché, t'es pas un chasseur. T'es un consommateur. Mais du coup, il y a toute cette question de
je peux faire un choix. Du coup, je suis en capacité d'acheter autre chose. Et la question qui se pose, quand tu connais les impacts de ton steak sous cellophane, bourré aux hormones, nourri avec des protéines animales, bah, tu te poses la question si finalement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer par là ? Est-ce que c'est vraiment ça qui est culturel ? Je suis vraiment pas sûre que ce soit culturel de manger ces trucs-là. Et le problème, c'est que j'ai plus l'impression que justement on s'éloigne de la culture, parce que ce qui était culturel, c'était le bon gros rôti fait par la mamie le dimanche après-midi où t'es tous autour de la table et tu manges, et là franchement c'est culturel, ok. Par contre ton steak haché que tu te fais vitef le soir avec des frites Picard machin chez toi, bah, c'est pas culturel ça, enfin je veux dire ça a rien à voir. Donc du coup je trouve qu'il faut remettre les choses en situation. Il y a des choses qui sont culturelles effectivement, mais le problème c'est que ça peut être aussi manipulé. Les gars qui disent la corrida c'est culturel, ouais c'est culturel, mais c'est aussi barbare d'une certaine façon d'aller tuer des animaux de cette façon-là en public en poussant des hurlements. Enfin, il y a vraiment un stade où on peut se remettre en question justement, et où en tant que si on dit justement qu'on est une société développée, où il y a cet aspect de la culture, on peut se poser la culture, c'est quelque chose qu'on s'approprie, la culture, on peut aussi la transformer. Et d'ailleurs on attend vos réactions sur Twitter @cqtf_du-bas. Allez voir la vidéo, allez voir le mashup qui est sur YouTube, sur la chaîne YouTube, donnez-nous vos réactions. Le principe du mashup, je vais l'expliquer rapidement, c'est-à-dire que toutes les semaines on va vous présenter une revue du net. On va vous faire réagir dessus et on présentera les meilleures réactions justement pour à l'antenne la semaine suivante pour justement pouvoir débattre de ce que vous pensez de cette dimension culturelle. On va passer à la prochaine section. Ça s'appelle I Like It Like That. C'est justement une revue de presse de ce qui s'est passé dernièrement, et vous allez me dire si vous aimez ou si vous aimez pas. J'aime bien la noix du coco. Alors, donc c'est I Like It Like That. Donc soit vous me dites, je vous donne des propositions, soit vous me dites I like it, soit vous me dites qu'est-ce que c'est que ce beans, d'accord ? Vous l'avez ou pas ? Allez, petite variante. Société, l'Assemblée nationale vote l'ouverture de la PMA à toutes les femmes célibataires et en couple. Magnifique. Qui se lance ? Quel suspense. I like that. Très bien. Bien sûr, on adore. Très bien, on n'est pas obligé de réagir. Hein. Moi je réagis. Ok. Engagement, société et street art. On a vu le mouvement féminicide par compagnon ou ex placarder dans tout Paris des visuels de street art où du coup ils mettaient en avant les 100, je le rappelle, depuis le début de l'année il y a eu 109 féminicides en France, et du coup pour sensibiliser à cette question, et nous sur C'est quoi ta France, on est très sensible au street art au-delà des questions sociétales. Vous pouvez aller voir le hashtag C'est quoi ta France, il y a des très beaux visuels de street art et on les développera tout au long de la saison. Donc du coup, est-ce que vous l'avez vu en direct peut-être dans la rue ? La République notamment. C'est les grosses lettres. Exactement. Voilà, Il y a plein d'exemples. Allez voir sur Instagram, c'est super. Elles ont fait un travail formidable. On les a contactés. On va essayer de les faire venir dans l'émission. Avec plaisir. Ouais, c'est comme les. Je sais pas si c'est les mêmes, mais il y a aussi beaucoup des. En bas des noms des rues qui sont là la plupart du temps pour des noms des hommes, et il y a un collectif sans doute qui a mis le nom de femmes illustres, et en fait ça fait réfléchir quoi, parce que moi je marche beaucoup, et la rue c'est un moyen aussi de faire véhiculer des idées. Tu connais ça Oui, je l'ai vu passer, je l'avais noté, et je te remercie d'en reparler, parce qu'en fait du coup je vais les contacter, et j'aimerais aussi qu'elles viennent dans un format d'émission, parce que j'avais vu ça et je trouve que c'est terrible. Donc, et là tu vois bien que toutes les rues quasiment, sauf les noms de tramway, c'est des hommes quoi. D'ailleurs il y a une des prochaines émissions, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, ça sera sur l'égalité des genres, ça vaudra le détour, je vous invite vraiment à rester connectés. Nouvelle suivante, justice, Madame Balkany récupère les fonctions de son mari. C'est quoi ce Vince ? Très bien. Ça c'est drôle, elle est allée le voir, elle lui a dit et après elle a dit dans la presse il a mal au dos et il trouve que la bouffe est immonde. Alors moi je suis pas pour la prison, mais pour une fois qu'il y a un pourri comme ça qui quand même a volé de l'argent, vit la même chose que ceux qui ont volé une baguette, voilà.
Ah bah en plus, lui, il est dans une prison de luxe. Hein, en vrai. En il plus, n'est pas du tout là. Il n'est pas à Fleury-Mérogis c'est ça, voilà. à 5 dans une cellule de 12 mètres carrés. Exactement. Économie du recyclage. L'atelier de création Anaïs crée des jeans 100% recyclés et recyclables à partir de plastique marin à Marseille. Ils sont du côté de la gare Saint-Charles. Ouais. Bon, ça fait longtemps que ça existe. Hein. C'est bien. I like that. Mais ça fait une dizaine d'années que ça existe. Et si on arrêtait de mettre du plastique dans les océans tout ça. tard. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Non, mais je trouve ça super. Hein. Mais pour moi, tout le problème, il est à la source, quoi. En fait, le plastique ne doit pas... Enfin, disons plutôt, l'océan ne doit pas devenir une ressource de plastique. C'est ça. C'est pour ça que je me permets de dire que ça fait une dizaine d'années que ça existe, parce que moi, j'avais lancé ça... je faisais partie des gens qui avaient lancé une marque de vêtements comme ça il y a 6 ans. Qui s'appelait comment? Verlaine et Rimbaud. D'accord. Et à l'époque, tout le monde disait, non, mais c'est sale, c'est dégueulasse. Et maintenant que c'est un petit peu, tu vois, l'écologie, c'est un petit peu à la mode, enfin... Tu vois, le greenwashing, bien sûr. Tout le monde lance ça, y compris des marques comme H&M, Zara, qui sont les gens qui sont à l'origine du drame du Rana Plaza, et maintenant tout le monde trouve ça formidable. Donc, l'idée, ce serait qu'il n'y ait plus de plastique dans l'océan, ce serait mieux, quoi. Très bien. Climat sanitaire, incendie de l'usine chimique Lubrizol à Rouen. Rouen brûle et l'État regarde ailleurs. Enfin, non seulement il regarde ailleurs, mais surtout ils disent le discours de Castaner est hallucinant, où il dit non, il n'y a pas de risque pour la santé, alors qu'il y a des gens qui habitent à 40 km. T'as pas l'impression que c'est le nuage qui s'est arrêté à la frontière de Tchernobyl? Non, mais j'ai écouté ça cet après-midi, je me suis dit ou l'amiante qui n'est pas toxique. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de risque de toxicité aiguë, et je pense qu'il y a le mot 3 mecs à l'hôpital qu'il faut souligner. Et il y a plusieurs personnes qui se plaignent de nausées et de vomissements, et enfin il y a un moment où il faut rester de se moquer du monde, quoi. Alors, moi, à titre perso, j'ai reçu près d'une centaine de messages. Parle bien dans ton micro aussi. Pardon, j'ai reçu une centaine de messages d'abonnés qui me suivent, qui une très jolie voix, qui habitent à Rouen et qui m'ont envoyé des messages en panique, en me disant j'ai mal à la tête, j'ai envie de vomir, j'ai mal aux yeux. Ils disent que c'est juste, ça fait bizarre, mais qu'il n'y a aucune. Oui, mais pas de risque. Voilà, aucun risque pour la santé. Très bien. Donc, on a l'impression que c'est Tchernobyl, quoi. Je vous invite à aller voir, il y a un article du Monde diplomatique justement qui revient là-dessus. Je sais pas si vous l'avez vu passer, il est très bien fait d'ailleurs. Il paraît que c'est marqué dans l'article. Ça fait 4 fois qu'ils ont eu un problème sur le site. Donc faudrait peut-être, moi je les connais pas, mais faudrait peut-être aller voir ce qui se passe quand même là-bas. Apparemment ils ont déjà été condamnés pour un incendie en 2013 parce qu'ils n'avaient pas pris les précautions nécessaires. Ils ont été condamnés à 4 000 €. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On collecte des fonds, comme on récupère 10% de Notre-Dame et on part pas là-dessus. Ah non, mais c'est pour ça, typiquement, qu'il faut sanctionner les crimes environnementaux beaucoup plus sévèrement. C'est que ces mecs-là, ils doivent être découragés d'office à entreprendre ce genre de... Si tu sais que tu risques la prison, en fait, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas, concrètement. C'est-à-dire que, explique-nous peut-être pour nous qui connaissons pas vraiment ces mécanismes juridiques, comment ça se passe aujourd'hui, légalement, pénalement, pour ce genre de cas? Je vais reprendre un cas qu'on connaît tous, c'est l'explosion d'AZF. Bien sûr. Voilà, donc des dommages extraordinaires, une explosion qui souffle une grande partie de la ville, des gens qui meurent, des gens qui sont blessés, traumatisés, tout ça. Et ben, t'as plus de 10 ans de procès avant d'aboutir à une condamnation, et c'est même pas total, c'est l'exploitant du site qui est condamné à une somme, mais qui est risible au regard des dommages et des personnes qui ont été touchées par cette catastrophe. Donc le problème, c'est que malheureusement, la justice aujourd'hui, elle n'est pas prête, et que les exploitants, ils font traîner, et ils découragent les gens, et la justice, elle devrait être immédiate, c'est-à-dire que dans ce genre de situation, typiquement comme ici, comme tu dis, il y a déjà eu des cas avérés, ils ont déjà été sanctionnés, mais en fait, elle aurait dû être fermée depuis bien longtemps, ça se trouve, cette usine, comme beaucoup d'autres. Là, on a le scandale de Salsigne avec des mines qui fuient, des anciennes mines d'or fermées il y a plus de 15 ans, qui continuent à fuir, qui empoisonnent des gamins à l'arsenic dans la cour de récré. Bon, voilà, on en est là. Le problème, c'est que la justice, elle n'a pas aujourd'hui pris la mesure de ce qu'il faut faire pour bloquer tout ça, pour bloquer cette industrie et transformer la société, du coup. Est-ce que du coup, cette justice, elle doit s'appliquer au niveau local, au niveau national, ou il faut voir un peu plus loin, un peu plus grand, et que ce soit au niveau européen ou au niveau global? Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? En fait, le problème, c'est que quand on a un outil comme en France, la justice, elle devrait faire son travail. C'est-à-dire que
par exemple, moi je me suis battue il y a quelques mois contre les forages pétroliers de Total au large de la Guyane. C'était bourré d'espèces protégées. Je me souviens, j'avais signé la pétition. Ah, c'est super, merci. C'est bien, Werner. Je pouvais pas aller en Guyane, mais du coup, on est moi très j'y content étais. de voir la finalité des choses. Et le problème, c'est qu'on a dû porter plainte au tribunal de Cergy, parce que c'était celui qui était compétent, parce que Total a son siège dans ce... Donc déjà, le tribunal de Cergy est bien loin de la réalité guyanaise. Mais bon, c'est lui qui se prononce. Et alors qu'il y avait des espèces protégées partout, qu'il s'agissait d'un forage ultra dangereux en eau profonde, le juge dit circuler, il n'y a rien à voir, ils ont tout à fait le droit de faire ça. On a signé la loi Hulot, hein, les gars. On est censé sortir du pétrole, on est censé... Elle est juste pas appliquée, c'est ça le problème ? Non, mais Total, en fait, a utilisé des vides juridiques pour pouvoir passer en dernière minute, justement, et pouvoir continuer les forages. Ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est qu'il y a encore des énormes trous dans la loi qui font que les exploitants, ils peuvent encore facilement, malheureusement, continuer business as usual. Et en fait, ces écocides, ces destructions, ces crimes environnementaux qui continuent parce qu'on n'a pas le droit adapté pour répondre à l'urgence, en fait. Une réaction peut-être autour de la table avant de passer à la dernière donc ça veut dire nouvelle. qu'il y a des consoeurs ou des confrères qui sont de l'autre côté, quoi. Et toi, tu dois combattre ces gens-là, quoi, finalement. Ah bah, pour essayer de trouver d'autres vides juridiques. Nous, on est pour à gauche, ils sont à droite. Hein. Oui. Et le problème, c'est que, tu vois, par exemple, sur Total, c'était un peu choquant. D'un côté, tu avais les associations écolos qui portaient plainte contre les forages, et puis de l'autre côté, il y avait qui ? Il y avait Total, et assis derrière Total, il y avait le ministère de l'Environnement. C'est-à-dire, c'est nous versus l'État, en fait, et les pollueurs. Il faut en être conscient, parce que quand t'es confronté dans une salle du tribunal, c'est beaucoup plus évident de comprendre qui défend quoi, en fait. Et toi, tu sais que t'es du côté de la nature et des gens qui vont être victimes de ces forages en cas de marée noire, par exemple. Et de l'autre côté, t'as quand même le ministère de l'Environnement qui a signé le permis et Total qui s'en met plein les poches, qui compte s'en mettre plein les poches avec ce genre de projet. Tu vois. Donc, et juste un exemple d'une affaire qui a été gagnée, quoi. Mais là, on a eu une super victoire quand même sur Montagne d'Or. C'est-à-dire que tu peux développer un peu peut-être. Montagne d'Or, c'est un projet de mine industrielle en Guyane, au milieu de la forêt amazonienne, entre deux réserves de biosphère intégrale, donc ce qui devrait être le stade ultime de la protection de la nature. Et c'est le plus gros projet de mine de taille industrielle au milieu de la forêt. Il faut imaginer 120 km de piste pour arriver à un énorme trou, ce qu'ils voulaient faire avec une consommation de 18 tonnes d'explosifs par jour, un truc monstrueux. Et ça a l'air sympa, en effet. Ouais, non, mais c'était un super plan. Tout ça pour quelques kilos d'or, en plus, ridicule. Et en fait, on s'est mobilisés comme des fous. Mais vraiment, ça fait 2 ans qu'on se mobilise comme des dingues. On a fait des manifs, on est descendu dans la rue avec les créoles, les Amérindiens. On était tous ultra mobilisés. On a fait des recours. Et on a gagné, d'ailleurs. Et là, alors que on a porté ce truc, on a fait en sorte que la société civile se mobilisait avec nous. Et aujourd'hui, donc le président de la collectivité territoriale de Guyane, celui qui a porté le projet, qui l'a défendu comme un fou, qui trouvait ça génial, il a dit à l'ONU que c'était abandonné. Macron était à côté de lui, ils ont dit bon, on abandonne ce projet à la tribune de l'ONU, quoi. Et ça, c'est un truc qu'on n'aurait jamais imaginé voir, en fait, il y a 2 ans. Et donc, on se dit qu'en fait, c'est quand même en train de changer. C'est-à-dire que là, clairement, on a gagné aussi une victoire dans la rue, en se mobilisant, et dans les tribunaux. Et ça fait du bien. Je sais pas pour vous, mais quand je vois Marine, j'ai l'impression de voir une Avenger. Je l'imagine vraiment en mode... Non, mais c'est beau d'entendre ça. Bravo à toi en tout cas, et à cette mobilisation. C'est l'émission des solutions aussi, c'est quoi ta France. Et tout à fait. Et Tristan, je te remercie de le dire, et c'est pas fini. Société, le Sénat vote l'interdiction de destruction des invendus non alimentaires et de réparabilité des appareils. C'est vrai ? Je sais pas. Ouais, mais moi je trouve ça super. Hein. Donc, I like that. I like that. Et en même temps, comme tu disais sur les pailles, waouh, comment c'est possible qu'aujourd'hui, par exemple, je lisais que Amazon, quand il récupère les trucs que les gens ne veulent pas finalement et les renvoie, en fait, il les détruit. Ils les détruisent, c'est-à-dire qu'ils les brûlent, en fait. Tu t'achètes une boîte d'écouteurs, elles te plaisent pas, tu les renvoies. Il faut savoir qu'en fait, tu les envoies à l'incinérateur. C'est vrai que ça fait partie des trucs qui quand même m'énervent. Ça aberrant. t'énerve pas, toi, ça, Tristan ? Ah non, mais moi, moi, je suis un recycleur. Hein. Je récupère tout. Mes meubles, c'est entièrement récupéré. Donc moi, je supporte pas les trucs comme ça. Mais pour la nourriture, on est sûr que ça va être appliqué parce que t'as plein de supermarchés. Depuis plusieurs années. Et tu vas dans les supermarchés, ils mettent de l'eau de javel. Donc non, ça, c'est complètement interdit. Complètement illégal depuis. Ouais. Okay. Mais par contre, pour les fringues, ça n'était pas encore illégal. Alors qu'en fait, il y a un chiffre que j'aime bien ressortir, c'est complètement dingue. On a sur cette planète 30 ans
de production de fringues en avance. C'est-à-dire que si on arrêtait l'industrie du textile demain, en fait, on aurait suffisamment de fringues pour tenir 30 ans. L'industrie du Ça, textile, c'est de la stat qui tue, ça. Ah ouais, moi j'ai 2 Ça- jeans. Hein, Ça calme. Ça calme. Et du coup, merci pour ce chiffre. On le mettra en avant. Tristan, on parlait des choses qui nous énervent. Est-ce qu'il y a il y a d'autres choses qui t'énervent à l'heure actuelle? Ah moi il y a un milliard de choses qui m'énervent, mais surtout je connais un type qui est très très vénère. Tu nous le présentes dans un instant? Ah bah oui, je vous le présente. Pas la peine de t'énerver comme ça. Je m'énerve. Et si je m'énerve, c'est que j'ai des raisons de m'énerver. Tu veux les connaître, les raisons de m'énerver? Ce que je voudrais, c'est que tu te calmes. Je me calmerai le jour où la surface de la planète sera propre. Le jour où les enfants pourront respirer de l'air pur. Alors moi c'est Benoît. Enchanté Benoît. Alors enchanté, bonsoir à tous. Bonsoir Benoît. Ça va Benoît? Ça va très bien. Moi je viens de Aubergenville dans le 78. Voilà. Et j'embrasse les Aubergevillois du coup. Voilà, c'est ça. Villois, j'imagine. Et voilà. Et moi je fabrique des pompes. Alors, en fait je suis spécialiste de la pompe à vélo, pompe à piscine. Voilà. Et cette semaine je suis vénère. Alors oui, voilà. Donc moi je suis vénère parce que la dernière fois j'étais au supermarché et j'ai acheté un steak végétarien. Bon, en fait, un cordon bleu vegan, en fait. Et j'étais content parce que ça m'a rappelé quand j'étais petit et que je mangeais des cordons bleus. Jusqu'au jour où, à 12-13 ans, j'ai décidé de devenir végétarien. Et alors là, ce jour-là, mes parents, que j'adore, hein, que je salue, n'ont pas compris pourquoi j'essayais d'enlever le jambon au milieu du cordon bleu. Ils pensaient que c'était la crise d'ado, que je voulais faire le rebelle, quoi, que je voulais pas manger leur cordon bleu qui m'avait préparé. C'est technique quand même, hein. Hein? C'est technique quand même. Hein. C'est très technique et en plus après on m'a dit qu'il y avait quand même de la viande dans la panure, donc c'était totalement débile. Voilà, c'est une sorte de gros mélange le cordon bleu. Et alors le cordon bleu, je me souviens, a volé dans les airs et je revois encore le cordon bleu, le fromage qui dégouline sur le mur comme ça. C'était un jour incroyable, sachant que ma mère est quasiment végétarienne aujourd'hui. C'est très drôle. Mais bon voilà, j'ai acheté ce cordon bleu, je suis rentré chez moi et comme je suis un petit peu con, je me suis rendu compte que c'était un cordon bleu vegan de la marque Père Dodu. Voilà. Alors la marque Père Dodu qui quand même fabrique des produits industriels à base de barbac depuis très longtemps, hein, on se souvient de la carte de France et puis j'ai vu aussi que c'était à base de fromage. Alors qu'est-ce que c'est le fromage? Vous savez ce que c'est vous le fromage? Est-ce qu'on sait ce qu'il y a dedans, hein? Ça se trouve c'est encore plus industriel et encore plus toxique que le fromage, quoi, le vrai. Alors voilà, je me suis dit que j'étais moi le petit consommateur végétarien rempli de paradoxes. Et j'ai quand même repensé à tous les paradoxes qu'il pouvait y avoir dans le monde. Voilà, comme les boutiques de cartes postales à Auschwitz, comme ceux qui parlent de la misère les pieds sous la table, la liberté conditionnelle, travailler pour vivre, souffrir pour être belle, comme un moqueur susceptible, un néo-nazi qui lie aux toilettes l'amour pour les nuls, la reine d'Angleterre qui célèbre les 30 ans du mouvement punk, comme les ministres du travail qui n'ont jamais travaillé, comme être le leader de ceux qui déboulonnent les statues, un défilé militaire pour fêter une révolution, les vendeurs d'armes qui font des dons pour la recherche, toutes les guerres au nom de la paix, comme une banque avenue Karl Marx, comme les enfants de portugais racistes des arabes, une pub Monoprix avec pour slogan de mai 68 sous les pavés de Saumon la plage. Voilà, je me suis dit que le monde nous trompe comme un mensonge évident, et au milieu de tout ça, de tous ces paradoxes qui me vénèrent, voilà, moi je suis le végétarien qui a acheté un cordon bleu vegan Père Dodu, et j'essaie de me dire que la pureté n'existe pas, j'essaie de me demander si on peut être végétarien en région parisienne, je me demande si aussi il ne faut pas arrêter de tout le temps s'auto-flageller et de voir que les responsables sont au-dessus, au dernier étage des tours. Mais quand même, je suis vénère. Parce que je me suis fait avoir en achetant un cordon bleu Père Dodu. Bon, vegan, mais Père Dodu quand même. Alors, oui, moi, je pense qu'on peut survivre en étant vegan. Ce qui est sûr, c'est que la marque Père Dodu a bien compris que pour survivre, il fallait utiliser les véganes, quoi. Bravo Tristan. Alors, c'est Benoît qui parlait. Bravo Benoît et Tristan. Mais on le salue d'Aubergenville. Voilà. Félicitations. Du coup, je vais faire réagir tout de suite Anthony. Est-ce que, du coup, en fait, le témoignage de Benoît, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on vit quotidiennement? Comment est-ce qu'on arrive justement à infléchir au-delà de la dimension légale dont tu nous as très bien parlé, que t'as très bien présenté? Anthony, comment on peut faire? Qu'est-ce que tu dirais comme conseil? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux auditeurs, peut-être, pour être plus serein dans leur engagement demain et après-demain? Informez-vous.
Informez-vous. Aujourd'hui, on a la chance d'être à une époque où on peut avoir toutes les informations à portée de main et de pouvoir agir à notre échelle. Aussi, engagez-vous. Il y a beaucoup d'associations. Il y en a partout, les associations. Donc, on peut vraiment agir à notre échelle. Au niveau de la société civile, on peut faire quelque chose. Voilà. Et c'est drôle que tu parles de Père Dodu, parce que je me suis justement infiltré il y a quelques mois de ça dans les élevages intensifs de Père Dodu. Je veux tout savoir. Et c'était ignoblissime. Voilà. Ok. Voilà. Donc c'est. Parce que, du coup, c'était un des clins d'œil du mashup que je vous invite encore une fois à aller voir sur la chaîne YouTube et du coup à réagir sur le hashtag CQTF sur Twitter. C'est publié, il a été publié sur Twitter, donc allez le voir, vous pouvez réagir parce que du coup il y a aussi ces scènes qui sont difficiles que toi tu as vécu en fait. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors moi, ce qui m'a vraiment le plus choqué, alors déjà je suis parti avec une association qui s'appelle Direct Action Everywhere, et ce que je leur ai demandé c'est que ça devait être moi qui choisissais les endroits où on allait se rendre. Je voulais pas qu'ils m'amènent sur les pires endroits qui existent. Et en fait on a visité une douzaine d'abattoirs et d'élevage intensif vraiment au hasard. On conduisait, je leur disais on s'arrête ici et on va voir celui-là. Et en fait ce qui m'a vraiment particulièrement choqué, c'est en mode bed and breakfast quoi. Ouais, bon plus tu vois, on passait par les égouts, tout ça, enfin voilà. Et en fait sur les 12 il n'y avait pas un seul qui était en vacances avec Anthony. Sur tout ce qu'on a visité, il n'y en a pas un seul qui n'était pas ignoble. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a particulièrement choqué, c'est la manière industrielle dont la mort est programmée. De la naissance jusqu'à la mort. Ça dure à peu près 4 à 6 mois. Et ça m'a rappelé des techniques, les méthodes nazies, vraiment dans d'autres proportions. Mais chaque salle est faite pour que ça soit industrialisé à grande échelle. De la naissance à la mort. Et surtout il n'y a personne sur place, donc pendant 4 mois personne ne vient sur place et les trappes s'ouvrent en fonction du poids que font les animaux, donc ils sont gavés toute la journée et quand tu vas passer les 20 kilos, la trappe va s'ouvrir et tu vas aller dans la salle avec les animaux de 20 à 60 kilos, et puis quand tu fais 60 kilos tu vas à la salle de 100 kilos et enfin la dernière salle c'est là où t'es tué quoi. Il est glauque ton Fort Boyard là. Voilà, il est assez glauque. C'est l'univers concentrationnaire quoi. C'est ce qu'il faut imaginer, c'est que comme personne ne vient pendant 4 mois, tu as des carcasses, à peu près 20% des gens qui sont 20% des animaux, tu vois, je dis des gens qui sont là, qui décèdent, et donc du coup les carcasses sont en décomposition pendant 4 mois, 20% à peu près des animaux, et c'était ça sur quasiment tous les élevages que j'ai visités. Voilà. Donc ça, c'est même pas la norme légale. Il n'est pas censé y avoir des cadavres comme ça dans le... C'est ça le problème, c'est que non, on respecte pas la norme légale. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est partout. Donc, je pense vraiment que le problème, c'est que tant que les gens voient pas ce que moi j'ai vu, il y aura pas de changement. C'est-à-dire, tant qu'on a des œillères, on va pas pouvoir changer. Et du coup, là, ils sont hors la loi. Bah, en tout cas, ça me semble contraire avec d'hygiène de base, quoi. Marine, enfile ta cape, merde. c'est vrai que... Non, mais enfin, le problème, c'est en France, malheureusement, c'est pas les lois. Des fois, c'est aussi qu'il y a personne pour contrôler. Donc, par exemple, en Amazonie, sur leur paillage illégal, le problème, c'est pas les lois, hein, mais c'est que t'es au milieu de la forêt amazonienne et qu'il y a personne pour y aller, et que du coup, bah, c'est le Far West. Hein, et bah là, ça ressemble un peu au Far West, ton truc. Ouais, c'est un peu ça. Mango, peut-être sur la dimension légale, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un peu on a l'impression que c'est un peu 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire que du coup et en manifestation peut-être que tu peux nous en parler aussi, si on peut faire un parallèle, c'est que du coup des fois il y a des choses qui sont inscrites dans la loi qui sont pas punies et d'autres non. Bah apparemment là c'est pas du tout vu de tous, donc tant que c'est tu, il y a pas de problème. Et puis les gens ne veulent absolument pas savoir ce qui se passe parce que ça remettrait en cause justement de manger de la viande, leur mode de consommation. Tandis que quand tu deviens visible en manifestation, etc. Enfin par exemple le pont de Sully où on s'est fait bien asperger alors que c'était un jour de canicule, voilà. Et pourtant on n'a pas fait grand chose. Oui, en termes illégaux, on n'avait pas le droit d'être là, ça c'est sûr, mais par rapport à tout ce que les industries font, souffrir les animaux et même polluent, la question est là et il n'y a pas de condamnation. Alors, la solution c'est quoi? C'est qu'au lieu de faire le stage de 3e, d'aller à la boulangerie, en fait, il faudrait envoyer peut-être tous les gamins aller voir comment ça se passe pour qu'il y ait une prise de conscience. Donc, je le dis en rigolant que moyennement. Hein. Alors, moi, je te dis ça. Vas-y. J'étais en Écosse l'été dernier et j'étais dans une ferme, justement, une grande ferme qui ne tue pas ses animaux. Et je croise
le matin, c'est un endroit perdu sur l'île de Skye, donc il n'y a pas beaucoup de gens. Et je croise dans un resto le midi un petit gamin, et je sais que l'après-midi il va venir dans la ferme. Et je le vois, il commande une côtelette de veau. Et du coup, je l'attends l'après-midi, et effectivement, l'après-midi, il arrive dans la ferme, puisqu'il n'y a que ça à faire dans l'endroit où j'étais. Et je l'amène directement voir l'endroit où il y avait tous les petits veaux. Et je parle avec lui, et je lui dis, mais tu sais ce que tu vas manger à midi ? C'est le petit veau avec lequel tu joues depuis une demi-heure. Et bonne ambiance. C'est horrible. Non, honnêtement, c'est horrible. Mais je sais que je lui ai fait le déclic. Il m'a dit que plus jamais il mangerait de veau, tu vois. Donc, c'est un slogan qui vient d'Angleterre depuis quelques années. C'est Meet Your Meat. Meet Your Meat. Et ça. Rencontre ta viande. Si on devait tuer nous-mêmes chaque animal, est-ce que déjà on n'en mangerait pas tous les jours? C'est une certitude. Et on en mangerait peut-être beaucoup moins et par nécessité beaucoup plus. Parce que on se rend compte que depuis quelques temps, voilà, les trucs comme la ferme des 1000 vaches, des univers concentrationnaires comme tu les décris, c'est plus du tout ce que les lobbies racontent dans les publicités de la bonne ferme familiale où justement on rencontre notre viande. On nous mentirait. Ils sont là dans les campagnes. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui souhaite participer à ce débat, qui était là la semaine dernière, qui s'appelle Marivonne, et du coup, elle nous Big up Marivonne. Big up Marivonne, on l'embrasse, et du coup, elle nous a passé un coup de fil. Je vous propose qu'on écoute la prochaine chronique. Allô Marivonne. Bonjour, c'est Marivonne. Elle a mis le boxon sur terre, on ne sait pas si on pourra la sauver, mais on aurait tort de ne pas essayer. C'est horrible. Coucou, c'est Marivonne. Alors, on cherche tous des solutions pour sauver la planète, bien sûr. Alors, à notre niveau personnel, il y a des petites choses qu'on peut mettre en place, comme par exemple arrêter de consommer des produits animaux. Alors, pour certains, c'est très très compliqué. Puis surtout, souvent, on parle du fait d'avoir un déclic. Et moi, j'ai eu un déclic il y a ça quelques années qui a fait que je suis devenue végétarienne. Un jour, j'ai cliqué sur une vidéo d'un pote vegan relou qui me disait « Mais Marivonne, clique !» Alors, j'ai cliqué. Et là, je me suis prise de compassion pour une truie. Une grosse truie qui vivait dans une cage, qui faisait à peu près la taille de son corps et qui allaitait ses petits. Et moi, à l'époque, j'allaitais ma fille. Et du coup, je regardais mon bébé qui tétait, son bébé qui tétait, mon bébé qui tétait. Ils avaient la même couleur. Ah, mais c'est fou ce qu'un bébé blond ressemble à un cochon rose. Ah, ça m'a fait chialer pendant 3 jours. Mais pas parce qu'ils avaient la même couleur, mais parce que moi, je vivais pas dans une cage et que elle, la truie, si. C'était la première fois que j'avais de la compassion pour une autre espèce que la mienne. Moi, un jour, on m'aurait dit « Marivonne, tu auras de la compassion pour les cochons », je ne les aurais pas cru. Jambon cru. Voilà, ça, c'est de l'humour vegan. Alors, évidemment, c'est compliqué d'arrêter la viande au départ. Du coup, moi, j'ai développé un certain nombre de petites astuces qui peuvent aider. Par exemple, je me souviens qu'avant, j'aimais bien manger de la blanquette de veau. Alors, dans ces cas-là, quand vous êtes tenté au restaurant par une bonne blanquette de veau... petit veau bien tendre, hein. C'est normal parce que c'est un bébé. Du coup, vous changez le nom de la recette. Blanquette de veau devient bébé de la vache, mort, flottant dans le lait de sa maman et champignons bio. Alors le truc, c'est que voilà, le problème, il est là, c'est que quand on devient végétarien, on devient souvent également un peu activiste. Et moi, je le suis devenue avec mes enfants. Donc imaginez le soir, ce que ça donne au niveau des histoires. Oui, ma chérie, tu as choisi quoi comme histoire? Oh, les animaux de la ferme, mon préféré. Allez, c'est parti. Coucou, c'est moi Peggy, la maman truie. Avec la queue en tire-bouchon. Sauf qu'il a leur couple, la queue, tu sais. Oui, maman, lit l'histoire. Oh, que j'aime jouer avec mes petits dans la paille. Sauf que dans la vraie vie, ils sont au-dessus de caillebotis, au-dessus de leurs excréments, tu sais ça. Oui, maman, lit l'histoire. Coucou, c'est moi Marguerite, la vache. Avec les gros nénés pleins de lait, de pus, d'hormones et d'antibiotiques. Oui, c'est écrit. Pour lire. Oh, que j'aime rigoler avec mon veau. Alors ça, c'est vrai. La vache qui rit. Oh, qui rit quand on la viole, qui rit quand on lui vole son veau. C'est tellement rigolo. Oui, c'est écrit. Coucou, c'est moi, Roussette, la petite poulette. Bon, alors, sans le bec, évidemment, c'est moins pratique pour chanter. Ah, que j'aime être au chaud avec mes poussins. Alors, ce passage est faux. Ah bah oui, enfin, ma chérie, les poussins, on les broie.
Pour faire les nuggets, enfin. Allez, viens. Ce livre est un tissu de mensonges. À la place de l'histoire du soir, maman va te montrer une vidéo de L214. Bravo. C'était Allô Maryvonne, on embrasse Maryvonne qui Bravo Maryvonne. Nous appellera tout au long de la saison pour participer au débat. J'en profite pour rappeler que Maryvonne joue son spectacle Nous les humains, qui est un très bon spectacle que je suis allé voir à plusieurs reprises, qui justement parle de tout notre rapport au vivant, à l'environnement, à l'écologie, comment est-ce qu'on peut, par des petites astuces comme celle qu'elle vient de nous exposer, changer un petit peu son comportement, en tout cas sa façon de penser, son mindset, pour essayer d'un peu évoluer. Alors c'est où ? Alors elle est au point virgule, elle sera au point virgule et on vous précisera les dates parce que j'ai pas les dates précises, mais je pense que voilà, on pourra y aller ensemble si ça vous dit, parce que franchement c'est très plaisant. Une petite réaction sur Maryvonne, on passe à la section suivante. Je vous laisse la main. Maître du jeu, je vous laisse la main. Faites vos jeux. C'est bon sur le... Tout ce qu'elle a dit est vrai. Très bien, très bien. Si c'est validé. On va passer à la prochaine section, qui est, comme je vous le disais, un peu une revue de presse de ce qui se passe dans le monde. Et après, vous réagissez, vous dites est-ce que ça serait cool en France, etc., etc. Vous avez compris le principe. Le sol semble pour le moins instable. Impossible de savoir si l'air est respirable et il n'y a pour le moment aucun signe de vie intelligente en vue. J'ai lancé ça dans le futur. Dans le futur, est-ce qu'il y a un temps, un instant ? Quand est-ce que je vais réussir ? Dans le futur, il n'y a pas de temps. Parce qu'on a inventé le temps, parce qu'on a peur. Alors, on enchaîne. Europe, aux Pays-Bas, on a vu 316 toits d'abribus fleuris pour sauver les abeilles. Ils ont installé en fait dans des abribus un dispositif pour que les abeilles puissent butiner, etc., etc. Ouais, on le fait à Paris, hein. Il y a des toits végétalisés au-dessus des abribus, c'est juste que ça crève en fait, je crois, ça marche pas très bien. Ah oui, pourquoi ça marche pas ? Parce que ça pousse pas en fait. Tout le temps gris à Paris, c'est moche. Moi j'ai vécu aux Pays-Bas, c'est pas non plus la folie quoi. C'est vrai. C'est une super idée pour les abeilles. Mais ça marche pas vraiment du coup. À Paris, je crois que ça marche pas des masses. Mais c'est peut-être JC Déco qu'ils aiment pas trop. Ouais, ils sont pas à fond les mecs. Bon, on va essayer de les booster un peu. En Allemagne, la gueule de bois reconnue comme une maladie. Ah ouais. Et alors du coup tu prends quoi ? Des jours d'arrêt maladie après une grosse soirée. C'est chouette. C'est incroyable. La gueule de bois, pas l'alcoolisme. Non, la gueule de bois. D'accord. C'était la petite boutade. On a vu en Allemagne aussi, on va rester en Allemagne. Je sais pas si vous connaissez l'organisation Free the Soil. Oui. Très bien, alors oui. Peut-être que tu peux nous en parler plus que moi parce que je les connais pas bien, non ? Parce non. Je sais ce qu'ils ont fait. En fait, ils ont bloqué une usine d'engrais azoté. Exactement, oui. Voilà. Donc, je pense qu'en fait, si mon souvenir est bon, ils sont liés avec Ende Gelände qui bloque tous les ans des mines de charbon. Et donc, Free the Soil a justement bloqué cette usine. Et le but, c'est premièrement, de sensibiliser les gens à ces problématiques. Et après, l'atteinte économique. Donc, voilà. Si on peut leur faire perdre un peu d'argent et sensibiliser en même temps, c'est pas trop mal. Du coup, peut-être XR, vous avez fait des projets avec eux, vous êtes mobilisés avec eux, comment ça se passe au niveau global, ou est-ce que chacun dans son pays fait son truc, parce que je crois qu'il y a XR aussi en Allemagne, hein. Oui, XR en Allemagne, ils sont présents, donc déjà nous on essaye, en fait le mouvement est très très jeune. Oui, il date de mars en France. Il date de mars en France, donc on essaye déjà de s'interconnecter. Oui, on l'a lancé en mois de mars, la première. Ah d'accord, écoutez, on est ravis de vous avoir les gars. Le mouvement a été lancé le 24 mars en France, et il est né à Londres en novembre dernier, qui vient d'une campagne qui s'appelle Rising Up, qui a 2 ans, mais c'est vraiment tout jeune. Donc oui, alors on essaye de faire de l'interorga et on essaye de... Exactement. Et on essaye de pas se faire manger. Mais voilà, on essaye de travailler avec eux et en fait, notamment, on est en collaboration avec Ende Gelände et Free the Soil, je ne sais pas encore. Mais comme on est autonome et décentralisé, pas au courant de toutes les informations. Très bien, très bien. Alors, aux USA, la militante Anishinaabe, Autumn, je ne sais pas si je le prononce correctement, a profité de la journée mondiale de l'eau jeudi pour demander aux membres de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui était réunie à New York, de donner à l'eau les mêmes droits et la même protection qu'aux êtres humains.
J'imagine que Marine, tu l'as vu passer et j'imagine que tu as déjà la solution. Bah en fait, donc dans notre parce que du coup j'en profite pour présenter mon asso. Ouais, tu te fais très bien, je t'en prie. On allait faire un focus après, mais je t'en prie. Justement, puisque tu parles de ça, c'est exactement la campagne qu'on lance en Europe. Donc en fait, je travaille au sein d'un mouvement qui s'appelle la Global Alliance pour les droits de la nature, qui est un mouvement qui demande justement la reconnaissance des droits des écosystèmes en tant qu'entité juridique notamment. Et donc il y a un hub en Europe qui s'est monté il y a quelques mois. Et où ça va du coup qui rassemble les pays européens, dans lesquels il y a des organisations qui militent. Un petit peu, d'accord, super. C'est ça. En fait, historiquement, ça partait beaucoup d'Amérique du Sud. On s'est rendu compte que le fait que ça soit autant centralisé, du coup, ça bloquait la propagation de ces idées. Et on a décidé, à notre dernier symposium à Quito, en Équateur, de se répartir par pôle. Et donc, du coup, de commencer à vraiment travailler sur les territoires. Et donc, notre première campagne, ça sera justement sur la reconnaissance des droits des écosystèmes aquatiques en Europe. Il y a énormément de soucis qui touchent, là, comme on voit, la Loire, la Seine. En France, on travaille, moi, je travaille du coup sur le cas de la Guyane française et de la pollution au mercure des fleuves en Guyane à cause de leur paillage illégal. Et on a aussi des associations qui se mobilisent, par exemple en Suède pour la reconnaissance des droits des lacs, en Espagne pour la reconnaissance des droits des nappes phréatiques parce qu'il y a énormément de sécheresse due au pompage pour la production intensive de toutes ces belles tomates qu'on retrouve dans nos supermarchés, ou dans les Balkans parce qu'il y a des barrages hydroélectriques par centaines qui commencent à sérieusement mettre en danger les cours d'eau. Et on s'est rendu compte que c'était un phénomène assez global. Et donc l'eau, typiquement, c'est ce qui nous réunit tous. L'eau, c'est la vie. Et on s'est dit que c'était la première campagne qu'on avait envie de mener, justement pour poser ces choses-là dans chaque pays et aller ensuite mener une campagne jusqu'à l'Union européenne pour demander la reconnaissance des droits des écosystèmes aquatiques au niveau de l'Europe avec le soutien de tous les États. Mais écoutez, avec le soutien de tous les États et avec le soutien de Sequata France aussi, on relaiera ces informations. Bravo pour cette initiative encore. Donc, je précise, on est en train d'organiser un tribunal pour les droits des écosystèmes aquatiques à Marseille en juin 2020, au moment c'est le congrès mondial de l'UICN, l'organisme pour la protection de la biodiversité, qui sera à Marseille avec beaucoup de gens du coup, et on en profite pour monter ce tribunal. Donc il y aura des cas qui viennent de toute l'Europe et qui seront présentés à ce moment-là avec justement ces grands penseurs de la théorie des droits de la nature. Alors du coup, l'UICN, peut-être tu peux préciser pour les novices, c'est une branche de l'ONU qui s'occupe de... UICN, c'est Union internationale de conservation de la nature. C'est la plus grosse organe de protection de la biodiversité dans le monde. D'accord. Parce qu'on en parlait rapidement avant l'émission. Du coup, il y a certains sujets sur lesquels, en fait, tu m'arrêtes, je parle sous ton contrôle. Il y a certains sujets environnementaux, notamment les déchets ou les conteneurs qui sont laissés, les porte-conteneurs qui peuvent déverser leurs produits, leurs déchets dans les eaux internationales. En fait, il n'y a pas de cadre vraiment législatif qui encadre ça. Donc c'est un peu chaque État membre qui fait sa petite popote. Comment est-ce que demain et après-demain, on va essayer de sortir de ce carcan un peu nombriliste pour tendre vers en fait le droit commun environnemental. Comment est-ce que tu vois cette perspective-là ? Mais en fait, aujourd'hui, il y a des conventions internationales qui t'interdisent de vendre des déchets entre les États. Il ne doit pas y avoir de trafic de déchets. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des États qui sont plutôt les rangs d'autres et qui ferment les yeux sur l'importation de déchets. Typiquement, ce qu'on a en Malaisie depuis que la Chine dit non les gars, c'est fini tout ça. Vous reprenez vos déchets. Du coup, on trouve d'autres États qui sont plutôt les rangs et qui acceptent de prendre nos poubelles. Mais en vérité, c'est interdit. Et le problème, c'est encore toujours la même chose, c'est comment est-ce qu'on contrôle ces choses-là. Et la meilleure façon de le contrôler, en fait, c'est de ne pas produire de déchets. Une réaction ? Oui, c'est ça, c'est comme toutes les initiatives pour ramasser les déchets en ville, c'est bien que ça existe, etc. Mais en fait, c'est la source, le problème. Ça revient... à changer nos modes de vie en fait, à reconceptualiser tout ça. Et la plupart des trucs, on n'en a vraiment pas besoin. Donc voilà, mais les gens sont dans leurs habitudes et peut-être qu'il faut que les gens commencent à prendre conscience et que l'État propose aussi des alternatives parce que voilà, les bouteilles d'eau elles sont partout, les bouteilles d'eau en plastique elles sont partout. On va pas blâmer les gens parce qu'ils ont soif et qu'ils achètent une bouteille d'eau. Peut-être qu'il faut mettre plus de fontaines. Tout à l'heure on parle des gens, mais
grâce à des gens comme toi et qui ont beaucoup de followers, qui sont capables d'atteindre aussi des gens dans les réseaux. Ce qui était génial, moi j'ai adoré la campagne de Plastic Attack où là pour le coup, en fait les gens ils se font aussi plaisir parce que il y a des trucs qui sont aberrants. Enfin, on coupe des ananas, on le met dans des boîtes en plastique. Et le truc était emballé naturellement, hein. C'était pas la peine de le remettre Même dans une boîte. des produits bio. Les bananes aussi. Ouais, c'est ça. Et voilà, les bananes bio en plastique. Ça, c'est dû à la législation, en fait, bizarrement. Dans les magasins non bio, donc Carrefour, Leclerc, etc., tous les produits bio, en fait, doivent être bien distincts des produits non bio. Et donc, ils sont obligés de les emballer. C'est complètement absurde. Mais voilà, ça, c'est aussi l'absurdité de nos sociétés. Donc dans les magasins par contre non bio, vous trouverez les produits pas emballés. Et après, pour faire encore mieux, on peut faire du local et aller dans les AMAP, dans les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. C'est local, tu manges de saison, tu rencontres le mec qui fait pousser, et là tu commences à comprendre que en fait ça sort pas juste du supermarché. Et je pense que ça c'est très important, et surtout c'est économique, et on oublie de le dire, c'est vraiment moins cher. Et du coup, c'est quoi l'idée? C'est de casser les circuits économiques internationaux? C'est quoi le... Réduire les intermédiaires. C'est une des clés de... Ok, tu peux peut-être développer cette idée Non, en fait, quand tu vas payer dans le prix dans ton global, le prix global que tu vas payer, tu vas avoir 2 ou 3 intermédiaires qui vont faire monter le prix. En fait, si tu passes directement par l'agriculteur ou l'éleveur, normalement, tu vas avoir un prix beaucoup moins élevé pour quelque chose qui est beaucoup plus qualitatif. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de généraliser. Oui. Alors même si on fait ça, si on garde une dynamique de commerce international, en fait, il y aura toujours des échanges. Ou c'est quoi l'idée? Il faut aussi réduire ces échanges-là. L'idée, c'est de manger de saison, c'est-à-dire manger du kiwi, c'est bon, mais ça a pas forcément, ça a un impact sur le kiwi, l'avocat, l'ananas, tout ce que tu vas manger qui vient pas de France, ça va avoir un gros impact sur le réchauffement climatique et sur la dégradation. Donc l'idée, c'est aussi de savoir faire des sacrifices et manger ce qui est plutôt local. Ouais, et puis il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, malheureusement, ce système il perdure parce qu'en fait, on fout notre argent public là-dedans. C'est-à-dire que si on subventionnait pas comme des dingues cette agriculture, par exemple avec la PAC, la politique agricole commune, c'est-à-dire où on subventionne en fait pour que les prix restent bas, si on mettait pas notre argent là-dedans, mais qu'au contraire on mettait ça dans l'agriculture bio, en fait, le passage il serait hyper évident. C'est-à-dire que c'est plus rentable aujourd'hui de faire de l'agriculture à grande échelle. C'est pour ça qu'on ponctionne avec de l'argent, on fait rentrer de l'argent dans ces trucs-là, il faut subventionner et tout. En fait, tu prends cet argent, tu déstresses un bon coup, tu le mets dans l'agriculture bio et tu fais en sorte qu'en fait le schéma global il devienne plus logique, parce qu'aujourd'hui l'agriculteur en industriel, à la fois il est obligé d'acheter la machine industrielle avec son bon gros prêt chez le BNP Paribas, ensuite les produits Monsanto qui vont bien avec la machine industrielle, et puis ensuite tous les phosphates et tous les intrants chimiques pour aller, une fois qu'il a bien buté sa terre, qu'il aille la nourrir à nouveau avec des produits chimiques, c'est censé la faire revivre en tout cas ce qu'il peut dans le sol. Ça a aucun sens. Donc ce qu'on peut retenir de cette émission qui touche à sa fin, si on doit donner quelques orientations et pistes de réflexion pour les auditeurs qui souhaitent déjà se sentir mieux par rapport à ce sujet-là, par rapport à la dimension environnementale, c'est d'appuyer sur le levier, au-delà de la responsabilité individuelle, je le répète, c'est d'appuyer sur le levier plutôt de redistribution budgétaire de la PAC vers une industrie agricole qui respecte mieux l'environnement, si j'ai bien compris. Moi, je pense que tu peux tout faire. Je veux dire, tu peux acheter correctement, mais tu peux aussi devenir Instagrammeur et parler d'écologie. Tu peux devenir Extinction Rebellion et te mobiliser sur. Enfin, il y a 10 000 façons de s'imposer en fait et d'imposer des idées nouvelles. Et qu'est-ce qui nous garantit que derrière elle soit appliquée, puisqu'on en parlait en début d'émission. Si c'est pour se retrouver dans 10 ans et parler de la COP 42, je vois pas trop l'intérêt, quoi, les gars. Vous êtes très sympas, mais j'espère que je ferai autre chose. Je pense qu'il n'y a pas de garantie, et seul le futur nous dira comment ça va se passer. La seule chose, c'est qu'il est nécessaire aujourd'hui de lutter, et peu importe le moyen, que ce soit au niveau juridique avec ton travail qui est fantastique,
problématique, que ça soit en allant ramasser des déchets, que ça soit en consommant autrement, en faisant de la désobéissance civile, et peu importe la tactique, mais en tout cas, on doit être concerné par le problème, les gens doivent être au courant, parce que ça concerne profondément tout le monde et tout le vivant sur cette terre. Tristan, peut-être que tu souhaites dire une dernière chose pour nos auditeurs qui peuvent s'énerver derrière leur poste de radio, derrière leur ordinateur. Oui, moi je trouve que vous faites tous des actions formidables, toutes et tous. Et pour revenir sur les animaux, il me semble que Gandhi avait dit on juge la hauteur d'une société à la façon dont il traite les animaux. Et je trouve ça incroyablement vrai, quoi. Les animaux, ils font partie on est des animaux comme eux, en fait. On fait partie tous ensemble de cette planète et ils vont être les premiers à en pâtir si on fait rien. Et voilà. Comme disait Renaud, n'empêche que Morocon dans la cage d'escalier, c'est moi qui l'ai marqué. Et c'est vous dire si j'ai raison. Donc tous ces gens-là vont partir, à nous de prendre la relève. Très bien. Bah, écoutez, ça sera le mot de la fin. On va faire un dernier tour de table, peut-être pour parler de vos actualités, pour conclure. Peut-être Anthony, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir et qu'est-ce que tu souhaites aux auditeurs et qu'est-ce que tu souhaites pour rapidement. Alors moi je voulais juste dire que à partir du 5 octobre, comme un collègue l'a dit tout à l'heure, il va y avoir une grosse mobilisation à Paris, notamment avec Extinction Rebellion, mais ça va être partout dans le monde, et que n'importe qui peut venir. Inscrivez-vous, faites quelques recherches, on va vous informer sur les lieux, sur comment se former à la désobéissance civile, et c'est vraiment important. C'est quelque chose qui est assez récent en France, mais on a fait une action à la Défense en bloquant Total et en bloquant plusieurs bâtiments. On en a parlé la semaine dernière, tout à fait. D'accord. On était près de 2000, c'était l'une des premières grosses actions comme ça de désobéissance civile, et il y avait vraiment de toutes les catégories sociales, il y avait des jeunes, des vieux, tout le monde, donc ça concerne tout le monde. N'hésitez pas à aller faire des petites recherches sur Google et à nous rejoindre à partir du 5 octobre. Ouais. Donc ça, c'est pas déclaré alors? Tu parlais de manifestations non déclarées. Non, c'est pas déclaré. Donc Gilets jaunes et Manif pour le climat ensemble, quoi. Convergence. Exactement. Justice sociale et climatique. Ils sont les bienvenus, et en fait tout le monde est le bienvenu. Car ça concerne tout le monde vraiment. Marine, peut-être pour... Moi, je voulais faire un petit conclure. message du coup pour les juristes, peut-être s'il y en a qui regardent votre émission. Donc, on a lancé pour la nouvelle génération de futurs avocats qui défendent la planète un programme qu'on a appelé Wild Legal, donc les lois sauvages. Et le but, c'est de former des jeunes étudiants à la pratique des droits de la nature à travers un cas réel, celui donc de l'orpaillage illégal en Guyane française et de la pollution au mercure de ces fleuves qui empoisonnent à la fois les écosystèmes mais aussi les peuples qui en dépendent. Et si ça vous intéresse, il y a donc ce site internet wildlegal.eu. On peut s'inscrire. Le but, c'est de rejoindre justement une promotion d'étudiants qui va travailler sur un cas, qui va le plaider, c'est un tournoi juridique. Et à la fin, on va déposer cette action en justice et le porter avec des avocats. Et le but, c'est d'entraîner les jeunes à être la prochaine génération d'avocats Mikaz pour la nature. Avocat Mika. Et de se former et de savoir que même si tu es en France métropolitaine, tu peux agir en Guyane, tu peux agir partout dans le monde, et surtout tu peux faire du concret, avoir un impact avant même d'être avocat. Tu peux déjà commencer à agir. Très bien, on embrasse les Guyanais et toutes les Antilles, toutes les Caraïbes. Un dernier mot peut-être? Moi je voudrais juste par rapport à ça saluer aussi tous les avocats de la DEFCOL, donc de la défense collective, qui en fait aident et défendent tous les militants. Et donc on va en avoir besoin avec, dont tu parlais de la désobéissance civile, toutes ces actions-là illégales, et peut-être même en utilisant la violence pour se faire entendre, on ne sait pas. On a besoin d'avocats pour défendre ces militants-là, et j'ai un ami qui se reconnaîtra, qui veut devenir avocat dans cette optique-là. Donc je salue tous les avocats qui prennent leur temps et qui parfois font des tout petits salaires pour défendre tous ces militants-là. Très bien, mais on les salue et on les soutient également. On suivra toutes les actions, toutes les mobilisations qu'il y aura dans l'année, puisque ça va être une année où il va se passer énormément de choses. On le sait, ça, au niveau local, il y a énormément de choses qui ont bougé. Après l'émulation intellectuelle, place aux actions. Bravo à vous pour ce que vous faites au quotidien. Je tiens vraiment à vous remercier. Je suis vraiment impressionné de vos parcours à tous.
tous, certains que je connais mieux que d'autres, mais on en découvrira encore tout au long de la saison de C'est quoi ta France. C'était un plaisir pour cette deuxième. Suivez sur les réseaux sociaux, la page YouTube, réagissez sur le Twitter #CQTF _. Tout à fait. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour parler des réfugiés. On aura avec nous Alice Barbe de Singa et on aura également SOS Méditerranée qui viendra nous voir. Je vais finir avec une citation. Elle est pas aussi bien que la tienne, mais du coup, j'étais obligé de faire un clin d'œil puisque du coup, nous sommes l'émission sérieuse qui ne se prend pas au sérieux. La volaille qui crie le plus fort est celle dont on arrache les plumes. C'était Jacques Chirac. À la prochaine. À très bientôt. C'est fini.